Chers amis, bonjour. Ici le colonel Vonnegut. Pour changer un petit peu de ce que je fais habituellement, et pour m'exercer à quelque chose de nouveau, je me suis dit que j'allais vous proposer de la fiction. Un petit peu comme, vous savez, ces épisodes radiophoniques que nous pouvions connaître à une certaine époque, avant l'avènement de cette horrible boîte, qui maintenant n'est plus une boîte d'ailleurs, la télé, et les ordinateurs, etc. Je me suis dit que c'était une forme de piraterie, que de pirater cet outil pour s'essayer à cet ancien genre qui était donc ces fameuses fictions radiophoniques. Donc ce que vous allez entendre là est une fiction. Bonne écoute. Vonnegut est un mystère. Le nom même est un mystère. De temps à autre, pour quelques chercheurs de faits historiques, dans d'obscurs documents, dans des rapports de sénéchaussée, dans des actes divers ayant trait à des affaires de sorcellerie, on peut en trouver cette mention. Vonnegut. Mais qui est-il ? Parfois, certaines allusions sont faites à un homme d'un grand savoir ésotérique au service des rois de France. Mais tout reste obscur et ce ne sont que des mentions. On trouve de manière plus formelle, dans un registre de bord d'un navire transportant des troupes entre La Rochelle et la Nouvelle-France, la mention d'un certain Von Hagg, négociant. Et puis, des traces de sa présence de manière discrète dans certains rapports, ceux d'un officier royal préposé au budget, qui atteste sous forme de sommes qui lui sont livrées, de certaines actions qu'il aurait pu mener aux alentours de 1755 en Nouvelle-France. Puis plus tard, il semble mener des missions discrètes pour le marquis de Montcalm. Aucune mention n'est faite de lui dans les lettres de Montcalm ou celles du chevalier de Lévis. Curieusement, on trouve aussi quelques traces de sa présence après les années 1760, aux alentours de 1762. Il ne semble pas non plus faire partie de l'armée, bien qu'il soit désigné comme étant colonel. Il semblerait qu'il fût aux commandes d'un régiment, mais l'effectif de celui-ci reste obscur, ainsi que ses déploiements. Cependant, dans un seul manuscrit, ses armes sont dessinées. Elles comportent les couleurs du royaume de France, ainsi que la tête d'un loup tranché. Il m'a fallu bien des années pour déterrer les éléments de l'histoire du colonel Vonnegut. Quelques vieux carnets à moitié moisis, des témoignages de ci, de là, rien de bien conséquent. C'est alors que par chance, dans un fonds documentaire privé, je mettais la main sur une série de vieux folios totalement décrépits. Et alors que je commençais de les feuilleter, je réalisais soudain que j'avais mis la main sur les mémoires de Vonnegut. Oui, rien que ça. Je restais sur le moment en état de choc. La Providence m'avait conduit à cette incroyable découverte. Après une longue réflexion, car après tout, alors que je vous parle, j'ignore les implications que ce récit pourrait avoir, je décidai de livrer au monde le journal dans sa version la plus brute. Mais
j'essayais tout de même de l'annoter et de convertir certains éléments de langage dans un langage le plus moderne possible. Un dernier avertissement cependant. Ce que vous êtes sur le point de lire vous paraîtra, comme ce fut le cas pour moi, d'une très grande extravagance. Et je ne sais pas à l'heure où j'écris ces lignes la caution que je dois apporter à leur contenu. Mais l'histoire extraordinaire qu'ils contiennent doit être connue. Enfin, je crois. Une partie du récit est datée. J'ai donc reproduit les dates. Ainsi peuvent-elles servir de repère chronologique pour une étude plus sérieuse. Il commence ainsi. 1790, quelque part en Auvergne, France. J'ai longuement hésité à écrire mes mémoires. Non pas qu'elle me fût pénible, mais je fus mêlé à des événements qui vont à l'encontre de tellement de choses en ce bas monde, que je me suis toujours demandé si, à leur lecture, le commun des mortels n'en ressortirait pas bien trop bouleversé. De mes origines et de ma petite enfance, je garde un souvenir lumineux et radieux, si bien illustré par le visage d'une femme douce et fine. C'est le souvenir que je garde de ma mère. Mais ce sont ici que de vagues images et impressions qui me parviennent parfois lorsque je médite en fumant du tabac. Oui, cette habitude que j'ai ramenée des Amériques. Mon père, lui, a été présent tout au long de mon enfance, et ces images sont bien sûr bien plus vivaces. Il m'a appris le métier des armes et la société des hommes qui pratiquent ce métier. Enfant, je voyageais dans plusieurs pays d'Europe et j'acquis ainsi des notions dans bien des langages. Mon père cependant insista pour que je parle la langue de nos ennemis, les Anglais, ainsi que le russe et les langues parlées par les Prussiens, les Allemands. Alors qu'il allait sur ces dernières années, il me transmit une série d'instructions et quelques lettres qu'il m'ordonna de détruire après les avoir apprises par cœur. C'est ainsi que je pris pour la première fois connaissance de sa curieuse fonction au sein du royaume de France, position qui était tout à fait inofficielle et secrète, mais curieusement ouvrait toutes les portes. Je ne saisissais pas tout de suite les implications et les buts de cette charge qui m'était dévolue. Mais telle était la dernière volonté de mon père, il me fit jurer sur la Bible de m'y atteler avec la plus grande rigueur. Telles furent ses paroles. Elles résonneront dans mon esprit toute ma vie. Tu dois savoir, mon fils, que dans la nuit des temps se cachent de noirs secrets, guidés par de sombres intentions. Une clique d'individus abuse de leur position, guidés par d'occultes savoirs. Ils agissent sous couvert de leur position, bien en vue, parfois proéminente, afin de mener à son terme leur œuvre de destruction. Leurs intentions sont toujours masquées sous le voile de la bonne intention et des bonnes mœurs. Mais ils conduisent leurs plans avec détermination. Et surtout, le temps a pour eux aucune importance. Ils mènent leurs entreprises génération après génération. Notre société, celle à laquelle j'appartiens, n'a pas de nom. Mais nous savons, en temps voulu, nous reconnaître. Elle peut cependant tracer son histoire sur bien des siècles, et comme mon père avant moi et le père de mon père, je te transmets la charge qui est la mienne, de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour contrecarrer les plans de ces maudits fils de Satan. Il s'éteint cette nuit-là, paisiblement. J'appris le reste de ma charge par les lettres, nombreuses, qu'il me laissa. Ainsi, je me retrouvai le gardien d'un bien lourd secret et d'une bien plus lourde mission encore. Comme je l'appris en lisant les lettres,
qui parlait de la société dont il faisait partie, et que maintenant je devais servir. Mais avant de vous raconter ce que j'appris dans ces lettres, il me faut vous dresser un portrait de l'ennemi que j'allais affronter au cours des nombreuses années que durèrent mon engagement. Un engagement d'ailleurs qui est toujours le mien alors que je trace sur ce papier ces quelques mots. Il semblerait que depuis la nuit des temps, des savoirs occultes soient connus d'une poignée de personnes. Ils se les ont transmis de génération en génération par l'entremise de grimoires occultes ou d'assemblées secrètes, souvent assumant la mise d'hommes d'église ou de diplomates, de magistrats ou encore de militaires, usant de leur influence pour corrompre d'autres hommes faibles, ayant des penchants inavouables, qui leur servaient d'outils opportuns. Il serait fastidieux et carrément impossible pour moi ici de coucher sur le papier le contenu exact des lettres que mon père me confia. Mais dans ce paquet se trouvait un petit carnet de plusieurs folios cousus entre eux et reliés par une simple couverture de cuir brut qui avait la patine des objets usés par de nombreuses années et des manipulations excessives. Je commençai par la lecture de celui-ci. Il débutait avec cette phrase: « Immensi, tremor, Océanie ». Car il est dans les ténèbres de ce monde des êtres répugnants qui conspirent dans l'ombre pour le conduire à sa chute et œuvrent pour l'avènement de leur sombre maître. Chevalier, garde-toi des œuvres qui illuminent d'une lumière impure. Dans une quasi-transe, je terminai la lecture du carnet aux premières heures de l'aube. À la fois édifié et horrifié par cette lecture, comme si le Très-Haut avait posé son regard sur mon âme. Une indéfectible résolution m'avait gagné cependant, et elle ne me quitterait plus jamais. Je passai les quelques jours qui suivirent le départ de mon père vers les cieux en méditation et en prière. Je mettais également en ordre les affaires de celui-ci, mettant de côté les objets et les choses qui me serviraient, ou comme je le pensais, qui seraient nécessaires à mon entreprise. Je pressentais au fond de moi que je ne reverrais notre domaine avant longtemps. Je m'arrangeai donc pour que notre propriété soit tenue pendant son absence. Et je ne me trompais point. Mes pas me conduisirent dans les nombreuses années de mon service en des lieux éloignés du monde de la lumière commune à tous les hommes, dans des ténèbres insoupçonnées de ceux-ci. Nous étions en 1709. L'hiver était de mémoire d'homme des plus rudes et la terre avait gelé dans la campagne du royaume de notre Seigneur Louis XIV. Selon les indications que j'avais en ma possession, mes premières tâches consisteraient à rendre visite à des relations de mon défunt père, et je me mis donc en route vers l'Espagne, non sans avoir en tête que nous étions alors en guerre. Le roi Charles II, un Habsbourg, était mort sans avoir de succession et la guerre qui s'ensuivit durait depuis 1701. Les Bourbons de France s'opposaient aux Habsbourg d'Autriche. Il était bien sûr dans l'intérêt du royaume que nous soyons proches de l'Espagne, ainsi nous neutralisions un ennemi potentiel, mais l'Empire, lui, ne voyait pas d'un bon œil cet état de fait, et estimait que son héritier devait régner sur celle-ci. Dans mon esprit d'alors, rien ne m'était vraiment important du point de vue de la gouvernance de ce monde, et cette succession faisait partie des nombreuses vicissitudes de la vie des royaumes d'Europe. De manière assez simpliste, j'étais bien sûr du parti que notre royaume ait le dernier mot dans cette affaire, mais qu'importait en définitive mon avis sur des sujets aussi compliqués et qui échappaient à ma portée. Par ailleurs, qui étais-je, bien entendu, pour avoir un avis opportun sur cette question? Je savais juste que j'avais à joindre un certain Don. Ici, Van Hagen laisse un blanc, et je n'ai pas réussi à ce jour à déterminer qui il devait rencontrer.
et que pour cela, il me faudrait franchir la frontière avec l'Espagne et réussir mon voyage sans me faire prendre pour espionnage. Cette entreprise ne me paraissait pas aisée de prime abord. Environ une semaine après le décès de mon père et ses obsèques, je me mis donc en route. Je partis de nuit pour décourager d'éventuels curieux, je pris la route à pied, ayant dans l'idée d'acheter un cheval aux alentours de Millau, vêtu simplement, un ballot au bout d'un fort bâton de chêne, mon pistolet et mon épée dissimulés sous ma cape. Je tentais de passer pour le plus humble des voyageurs. La lune était haute, et ma première étape de nuit en fit bien plus aisée. Mais je manquais de me rompre le cou à plusieurs reprises. Je cheminais ainsi une bonne partie de la nuit dans un froid glacial, la tête encombrée des révélations de mon défunt père. Étrangement, je ne le pleurais pas comme je l'aurais imaginé. La charge qu'il m'avait léguée avait atténué la douleur de son départ. J'avais le sentiment qu'il était parti en paix, sachant que je reprenais son devoir. J'avais senti qu'il avait confiance en moi. Maintenant que j'y repense, en écrivant ce journal et après les nombreuses années à pourchasser l'ennemi, je n'avais même pas eu l'idée de me dérober à la mission qu'il m'avait confiée. Aux petites heures du matin, j'envisageais une grange qui me sembla à l'abandon et je décidai de m'y arrêter pour prendre quelques repos avant de reprendre ma route dans le milieu de la matinée. Voilà. C'est donc la fin de cette première partie. En fonction de l'accueil que vous me ferez, je continuerai peut-être cette série. Merci pour votre écoute.